on peut mieux faire. Vous avez parlé tout à l'heure d'une foire du livre à laquelle vous avez participé. Quelles sont les expériences que vous tirez d'une telle participation à une foire du livre? Peut-être qu'il y a des auteurs qui n'ont jamais eu... Est-ce qu'il y a des critères pour lesquels vous êtes invité? Est-ce que c'est par rapport à la percussion de vos analyses, de vos convictions, de vos propos? Oui, il y a un peu de tout, mais bon, il n'y a pas que la foire du livre, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la foire du livre, il y a quand même toute une procédure au départ, c'est-à-dire par rapport à l'éditeur, c'est important que l'éditeur soit présent aussi, et puis par rapport aussi, comment dirais-je, à la promotion qui aura été faite sur le livre et sa percussion au sens concret du terme. Bon, il s'avère tout simplement que j'avais été invité sur plusieurs plateaux de télévision en Europe déjà, et bon, certaines personnes m'ont vu aussi sur Télé Sud parce que c'était une des chaînes à l'époque qui passait plus facilement ici. Ben, je suis intervenu. Pourquoi si je suis intervenu là-dessus, il faut savoir. J'avais été invité pour débattre avec les gens de l'UMP sur un texte précis du discours de l'ex-candidat devenu président entre-temps, Nicolas Sarkozy, à Dakar, à l'université de Dakar, à tout ça, un discours complètement injurieux à l'endroit des Africains. Alors, bon, les gens se sont retournés en disant, tiens, il y a un certain Manjolo qui est d'origine congolaise et qui émet des théories sur la philosophie politique, qui a une approche un peu plus, comment dirais-je, fière d'être congolais en particulier, et puis africain par la suite et tout ça. Mais en plus, il ne se dit même pas homme, il se dit congolais avant tout. Alors ça, c'est intéressant de voir un peu ce qu'il pense et ce qui dit son livre. Voilà, j'avais été invité pour ça. Donc finalement, c'est en alliant tout ça, en additionnant tous ces faits-là, qu'on arrive à dire qu'effectivement, ce type-là, c'est intéressant, qu'on l'invite à cette foire pour discussion avec les jeunes gens, à la fois africains et européens, qui étaient intéressés à comprendre un peu comment est-ce que l'Africain pouvait penser autrement que dans la quête habituelle de la soumission, de la mendicité et tout ça qu'on nous accole. L'Afrique, c'est pas forcément ça, c'est tout à fait autre chose. J'ai tenté d'apporter une réflexion tout à fait différente de la soumission habituelle de l'ex-colonisé, un peu comme nous dit Albert Memmi dans tous ses textes et tout ça. Bon, on passe notre temps pour nous plaindre. Voilà, je donne un autre son de cloche. Alors j'imagine que dans ce genre de forum, dans ce genre de rencontre, il est question d'un échange. La question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, est-ce que justement ces positions que vous défendez sont acceptées, ou on a l'impression que vous parlez dans le désert, ou que vous êtes encore une de ces personnes qui croient en des choses irréalisables? Comment le perçoit-on dans ces milieux? Mais il suffit de lire un peu la préface pour comprendre, puisque bon, normalement, je suis en opposition, en porte-à-faux, en contradiction. C'est un paradoxe pour un livre d'avoir un préfacier qui n'est pas d'accord avec l'auteur. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui dénote au fait de l'approche de tous les Occidentaux lorsque je suis en face d'eux. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que je parle du principe de la liberté, tous les principes dont on a déterminés ici, tous les concepts qu'on a évoqués ici, ont été appliqués par les Européens et ça marche très bien, par les Occidentaux en général, ça marche très bien. Bien. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer chez nous? Là, ça pose un problème. C'est-à-dire les Européens se disent, attendez, vous ne pouvez pas l'appliquer chez vous, tout simplement parce que nous, on a usé de l'instinct de prédation pour pouvoir arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Et si vous le faites, bah, ça peut être terrible, puisqu'on ne sait pas très bien les retomber. Alors je dis, bon, tiens, donc c'est bizarre. Donc vous avez le droit de pouvoir user de l'instinct de prédation, gérer le monde entier comme vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire décider au matin qu'on va attaquer l'Irak, on attaque l'Irak, on y fait ce qu'on veut, comme ça, un droit divin qui vous donnerait toute cette autorité-là, et nous, on n'aurait pas la moindre, comment dirais-je, autorité éventuellement, la moindre décision venant de ce que nous allons concevoir pour faire ce qu'on a envie de faire par rapport à nos intérêts. J'ai dit non, on peut faire pareil. Parce qu'en fait, ceux qui ont élaboré ces théories au départ n'avaient jamais pensé que ça pouvait s'appliquer en dessous des tropiques. Je le dis dans le livre par ailleurs. Et d'où je trouve que c'est vraiment nécessaire de pouvoir en parler, tenter de pouvoir les appliquer chez nous. Mais en même temps, c'est vrai que les Européens prennent ça très très mal. Parce que si ça pouvait se réaliser, on serait peut-être au même niveau, ou un peu mieux, dans la mesure où nous détenons toutes les matières premières quasiment toutes, et surtout pour la RDC. Si on y ajoute un peu de science et de la bonne culture, et une organisation tout à fait percutante et tout ça, on peut faire un boom terrible. Et ça fait peur à tout le monde. Imaginez-vous la RDC avec son uranium avoir sa bombe nucléaire qui dans 5-10 ans, imaginez-vous ce que ça veut dire. Et la protection par rapport à toutes ces matières premières qui ne pourront sortir de façon parcimonieuse, c'est-à-dire c'est quand on veut, on sort un peu. Et sinon, on crée nous-mêmes nos laboratoires, nos structures universitaires. C'est-à-dire que, et là-dessus, j'aimerais revenir d'un mot très rapidement sur ce que vous disiez à propos des débats par rapport aux élections qui sont déroulées dans notre pays. Je n'ai pas entendu un seul instant, et je les répète encore, chaque fois que je suis sur un plateau, je les répète encore. La recherche fondamentale n'a jamais été évoquée dans tous les débats. La recherche appliquée n'a jamais été évoquée dans tous les débats. On a toutes les matières premières,
Aujourd'hui, on retrouve les gens qui ont fait Polytech en train de faire, je ne sais pas moi, les balayeurs à Paris ou à Bruxelles. Ils ont fait Polytech ici. Ils doivent normalement trouver des laboratoires, créer des choses pour la nation. On a tout ce qu'il faut. C'est ce que tout le monde a fait dans d'autres pays. C'est malheureux de ne pas avoir ça. Alors on aurait pu se focaliser là-dessus. Ça n'a pas été fait. Pour faire, je ne sais pas moi, 10 km de route ou 1 km à peine de bitume, on doit aller chercher, je ne sais pas, Tartampion ou Dupont un peu partout dans le monde. Alors qu'on a des gens qui ont été à l'école qui ont appris ça, qui peuvent le faire directement, qui peuvent moduler en fonction de nos intérêts, notre environnement et tout ça. On n'y pense même pas. Pourquoi? Parce que cette démarche-là est complètement absente de notre réflexion. Et je propose de pouvoir réfléchir autrement. Alors, M. Majolo, aujourd'hui, je voulais que nous puissions nous appesantir sur une question que nous n'avons pas eu le temps de beaucoup élucider la fois dernière. C'est justement une de vos propositions, celle du soldat. Du soldat, du leader naturel, tel que vous l'appelez par ailleurs. Vous allez avoir l'occasion de nous dire déjà quelles sont les valeurs que doit renfermer ce soldat. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même lire quelque chose que vous dites à propos justement de ce soldat. Vous dites, le soldat a compris que le combat de l'avenir sera plus farouche que toutes les guerres l'ayant précédé. L'homme blanc qui ne peut en aucune façon étancher sa soif d'expansion trouvera sur son chemin le soldat nourrissant du même instinct, mais possédant un avantage substantiel parce qu'ayant compris le schéma mental de l'homme blanc. Le soldat voguera sur les vagues et les ailes du vent transporté par l'esprit de ses ancêtres avec pour seule ambition la défense de sa cause. Bref, puisque nous parlions tout à l'heure de ces échanges internationaux, de la conception du blanc sur la situation du Congolais, à vous lire sur cet extrait, j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop le blanc, que vous avez plutôt une forme, on pourrait presque appeler ça d'extrémisme vis-à-vis du blanc. Que répondez-vous à cela? Oui, mais monsieur Lébé, vous savez, avec votre doigté, les doigtés que je vous connais, il serait un peu trop naïf de pouvoir croire que ce terme-là serait approprié par rapport à la situation. Non, il ne s'agit pas de ça. Je vous sais assez au fait d'énormément de choses, peut-être mieux que moi, dans d'autres domaines. Et je n'ai rien contre qui que ce soit. Je ne pourrais jamais me permettre ce type de langage ou dire que X est inférieur par rapport à l'autre, Y est supérieur. Non, je ne suis pas là-dedans. Je suis pour la cause congolaise. Je pars du principe qu'aujourd'hui, on a perdu 5 millions d'habitants. Je pars du principe qu'aujourd'hui, toutes nos matières premières sont exploitées, spoliées, pillées par énormément d'entités, à la fois par des réseaux mafieux et par des pays qui s'organisent pour pouvoir faire les pillages, quasi à ciel ouvert. Je souligne au passage ici qu'il y a eu un jugement, un arrêt de la Cour internationale de justice, la CIJ, a déclaré l'Ouganda, parce que bon, la RDC avait attrait l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi pour tous les crimes qui avaient été commis pendant toutes les guerres, des épopées bellicistes de l'Est du pays et du Nord. Malheureusement, puisque bon, les juristes qui étaient, comment dirais-je, appelés à pouvoir défendre la cause congolaise n'avaient pas remarqué qu'effectivement, devant la CIJ, ne pouvaient pas attraire le Rwanda parce que le Rwanda n'avait pas fait la déclaration à l'installation de cette cour. Donc, les Rwandais n'étaient pas partis à ces contrats-là, à ces traités-là, donc ne pouvaient pas être attraits devant cette cour. Et finalement, il n'y avait que l'Ouganda qui avait été attrait devant cette cour. Et l'arrêt est terrible. L'arrêt dit nommément ceci. L'Ouganda a été coupable des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de pillage sur la RDC. Et qu'il fallait voir maintenant pour les responsabilités individuelles, il fallait voir aussi pour les pénalités en termes pécuniaires. Bon, c'est tout à fait autre chose. Lorsqu'on a dit ça, il reste toujours à redire, c'est-à-dire il y a toujours 5 millions de morts. Qu'est-ce qu'on fait? On se ramène à cet rapport panel de l'ONU qui a égrené énormément des rapports portant sur les pillages de certaines entreprises des pays occidentaux. La Belgique on a focalisé sur la Belgique. Il y a plein d'entreprises belges qui sont compromises dans tout ce qui s'est passé à l'est du pays, entre autres sur le coltan. Il y a énormément de Congolais qui avaient été impliqués. Les rapports Lutunula disent la même chose. Le Parlement aujourd'hui est saisi par le contrat léonin. Bien, quand on fait l'addition de tous ces malheurs congolais, on fait quoi? On se croise les bras, on sort son drapeau blanc de la paix, on continue à circuler, tout en regardant la télévision étrangère qu'on continue à massacrer à l'Est, qu'il y a l'instabilité,
que tous les discours démontrent à suffisance que bon, les pays vont très mal, on fait quoi? C'est ça la question. On n'est pas dans une église là, on est dans un pays, dans une entité politique et tout ça qui doit s'organiser, qui doit s'autoprotéger, qui doit faire les choses. D'où je propose une conception soldatesque. Ça ne veut pas dire forcément aller en guerre, ça fait partie, mais ça ne veut pas dire aller en guerre. En fait, j'ai puisé cette approche dans ce que j'ai lu, ce que j'ai compris de la théorie de Ernest Junger, qui parle du travailleur, de Arbeiter en allemand. Il explique un peu comment est-ce qu'on se construit face aux bourgeois représentants éventuels. Pas face aux bourgeois. Moi, je parle du soldat face aux représentants. Aujourd'hui, le soldat va devoir représenter les intérêts du Congo. Et ceux qui gouvernent avec, pour leitmotiv de pouvoir remplir les poches des gens à l'étranger, sont les représentants des intérêts étrangers. Tout simplement, c'est ce que j'essaie de pouvoir dire. Alors, il n'est pas normal aujourd'hui que les hôpitaux soient fermés pour l'essentiel, que les écoles soient fermées pour l'essentiel. Et finalement, dans quel pays sommes-nous? Si on fait partie de la machine nation, telle que je l'appelle, qui est la RDC, son acte premier en tant que responsable politique, c'est de faire en sorte que cette machine tourne. C'est-à-dire que chaque élément puisse non seulement bénéficier de la mère patrie, de ce que la mère patrie recèle, c'est-à-dire les minerais, l'environnement et tout ça, mais en même temps puisse produire pour l'intérêt de la protéger cette machine-là pour éviter toute prédation. Et à la rigueur, pourquoi ne pas penser aussi, tenter, montrer ses dents pour faire une prédation ailleurs aussi, parce que c'est l'instinct humain. Voilà tout simplement ce que j'explique. Alors, moi j'ai bien envie de vous croire, mais quand je vous lis, je suis presque tenté d'être sceptique. Quand vous dites par exemple ceci, toujours à propos de ce soldat, et toujours à propos de cette... je veux dire, les lecteurs qui vous lisent sont presque tentés de croire que vous êtes farouchement tentés à aller vers la guerre ou à aller vers la force. Quand vous dites par exemple ceci, qu'il me soit permis d'expliciter un peu plus l'esprit qui gouverne la défense de la cause du soldat. Il faut d'office bifurquer de la conception de la défense qui veut qu'on attende l'attaque pour lui opposer une quelconque réaction appropriée. Je conçois la défense comme une structure de pensée fondamentale qui caractérise l'esprit et l'âme, faisant que pour la pérennité de ceux-ci, le soldat entreprenne la conquête d'espace et y marque de son empreinte sa suprématie. Le soldat se sait dorénavant bien plus exposé que son prédécesseur qui ne l'a été jusque-là. Bref, je veux dire, à vous lire, on a plutôt l'impression que vous êtes dans la logique qui veut la paix prépare la guerre, vous êtes dans une logique de va-t-en-guerre, alors qu'on sait pratiquement que celui qui veut aller en guerre ne recherche pas forcément la paix. Bref, j'ai bien envie de vous croire, mais c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Tout pays, toute entité politique qui a connu ce que nous avons connu, n'aura pour seule ambition que de créer une machine de guerre, pas autre chose. Tout pays, toute entité, qui a perdu 5 millions d'habitants, 5 millions. Et il y a eu énormément de prédateurs qui sont installés quasiment sur nos terres. Ils y sont encore. Aujourd'hui, on parle des Interahamwe qui sont à l'est du pays, qui sont installés, naturellement, qui ponctionnent sur la population, qui font énormément de détection. On fait quoi? On regarde, on dit, bah, écoutez, c'est pas grave, nous sommes en paix, restez chez nous en paix, continuez à faire ça sur nos populations. On va en guerre, on négocie pas. Négocier avec un ennemi qui est sur votre territoire. Bah, attendez, vous allez négocier quoi? On négocie lorsqu'on est à la frontière en train de discuter sur une frontière. On négocie pas sur nos territoires. Nos filles et nos enfants sont violés quotidiennement. Et nos populations sont massacrées. On négocie quoi? On n'a pas à négocier, il n'y a pas de négociation. C'est pourtant la politique qui a appliqué pour le cas de la RDC. Il faut la critiquer. Peut-être qu'elle est des dirigeants, parce que, attention, puisque aujourd'hui, ce que je crois comprendre, en suivant le ministre des Affaires étrangères, des Relations extérieures et tout ça, M. Inamoussi, a dit ceci, ils vont faire en sorte de faire sortir les Interahamwe du pays, les désarmer, les faire sortir, qu'ils rentrent chez eux, mais s'ils ne veulent pas, ben, écoutez, la méthode forte, c'est à utiliser. Bon, les gens rigolent en disant, avec quel moyen vous allez utiliser ça et tout ça. Bon, bref, c'est pour dire que bon, ce que j'étais en train de dire aujourd'hui s'applique. Bon, enfin, non, il n'est pas question de pouvoir aller en guerre, c'est tout ça. Sécuriser son espace vital. Attendez, quelqu'un rentre dans votre maison, s'assied, mange dans votre frigo, se sert, vous dites écoutez, bon, je vais négocier avec vous pour sortir de chez moi. Mais c'est de l'hérésie. Vous l'avez dit en rigolant, on va aller en guerre comment? On n'a pas le moyen. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben c'est ça la grande difficulté, c'est-à-dire ce que j'ai dit qu'au départ, on n'avait pas pensé mettre sur pied la sécurité. Vous m'avez dit que normalement, on ne peut pas aller comme ça aux élections en proposant autre chose que la sécurité, puisqu'on peut proposer le côté social et tout ça. Je lui dis non.
La sécurité est avant toute autre chose. Maintenant, vous me rejoignez en me disant, mais oui, mais ils sont là, on va aller, regarde comment on n'a pas de moyens. Mais il aurait fallu qu'on puisse y penser dès le départ en disant, les premiers actes, c'est la sécurité qu'on doit mettre sur pied. Et par la suite, quand on a la sécurité suffisamment construite, et on peut se permettre de dire aux militaires, moi, sortez, sinon on attaque. Et tant qu'on n'y a pas pensé, donc on est condamné. Bref, je voudrais revenir toujours sur la même lancée, en parlant justement de ce soldat, de cet homme fort, de ce leader naturel qui doit être capable d'opposer une résistance ou de se battre pour conserver son espace vital. Il y a aujourd'hui la question de Boudidia Congo, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce leader naturel aurait existé, il aurait fait quoi? Je veux dire, en d'autres termes, quelles doivent être les qualités, si vous voulez, les valeurs de ce leader naturel pour éviter que des situations tragiques, telles celles qui se passent à l'Est, telles celles qui se passent au Bas-Congo, se reproduisent? Vous savez, j'ai fait un emprunt chez Goethe. On dit en allemand Goethe. C'est l'exergue du livre. Vous permettez que je puisse juste vous lire cet exergue pour comprendre ce que le leader naturel est censé faire. Je vous en prie. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes dans le cadre de cette émission littéraire La Film Conscience, et donc ce soir nous recevons M. Pépin Guillaume Manjolo dans le cadre de son essai intitulé Ma nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance. Nous vous écoutons, monsieur. Lorsqu'on parle du leader naturel, les types capables de pouvoir faire modifier les choses et tout ça, qui a compris l'âme et l'esprit d'un peuple, qui a organisé, qui veut maintenant porter les aspirations du peuple, et le projet en question, qu'il faut mettre en musique et tout ça, et en perspective. Qu'est-ce qu'on attend de lui, au fait? C'est dans son organisation de pouvoir à la fois faire ceci. D'où je tire ces textes. Vous n'y atteindrez jamais si vous ne sentez pas fortement, si l'inspiration ne s'expresse pas hors de votre âme, et si par la plus violente émotion, elle n'entend pas les cœurs de tous ceux qui vous écoutent. Allez donc vous concentrer en vous-même et mêler et réchauffer ensemble les restes d'un autre festin, pour en former un petit ragoût. Faites jaillir une misérable flamme du tas de cendres où vous soufflez, alors vous pourrez vous attendre à l'admiration des enfants et des singes, si le cœur vous en dit. Mais jamais vous n'agirez sur celui des autres si votre éloquence ne part pas du cœur même. Qui osera nommer l'enfant de son nom véritable? Le peu d'hommes qui ont su quelque chose et qui ont été assez fous, comme je le suis aujourd'hui, pour ne point garder leurs secrets dans leur propre cœur. Ceux qui ont découvert au peuple leurs sentiments, leurs vues, ont été de tout temps crucifiés et brûlés. Vous savez, lorsqu'on a compris ça, qu'on a organisé la société, qu'on a fait, au fait, cette démarche spéciale de l'explication des concepts de la nation, du projet commun, des martyrs communs, de la cosmogonie, de la mise en perspective, de ce qu'on peut devenir par rapport à notre puissance et tout ça, lorsqu'on a compris ça, qu'on a expliqué ça à la population, qu'on est en face des gens de Burundi, Congo, des Congo et tout ça, vous savez, je pense toujours, quand on dit Congo, je pense toujours au Royaume Congo. C'est hyper important pour moi, ça fait notre fierté dans le monde et tout ça, c'est avant la Belgique, avant tout ça, c'est hyper important. Donc quand on a compris tout ce que je viens d'énumérer là, je vais dégrainer, et qu'on a en face de la population, qu'on lui explique son intérêt par rapport à ces projets-là, la population suit. Parce que se sent, comment dirais-je, appelé faire partie de la même âme. Mais lorsqu'on n'a pas compris ça, on arrive à tous ces errements politiques que nous sommes en train de vivre, tout simplement. Je ne peux pas condamner une population parce que d'une manière ou d'une autre, tout ça. Puisque bon, on va à la fois ici militairement sortir tous ces muscles pour attaquer ces gens-là. Donc, sans pour autant prendre un peu la mesure de la situation en question, on dit ici qu'ils ont des armes blanches, des gourdins et tout ça. Tout à fait naturel, il faut rétablir un peu la sécurité des droits. J'adhère totalement. Mais en même temps, quand on voit ce qui se passe à l'Est, où on n'a pas déployé suffisamment de moyens, où on est passé à la fois d'une petite guerre, comment dirais-je, qui est passée sans savoir ce qui est passé concrètement, et par des négociations, on a déversé quelques millions de dollars et tout, et finalement ça ne donne rien, puisque ça continue toujours, on se pose des questions. Quelle stratégie, au fait? On navigue dans nos troubles, là. Donc, il serait peut-être temps que le gouvernement se rassise un peu, qu'il puisse organiser sa démarche, qu'il puisse expliquer qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire, tout ça. Donc, normalement, les premiers ministres devaient être quasiment toutes les semaines devant les parlements pour expliquer tout ça. Et ce n'est pas le cas. Nous vivons en nos troubles, il n'y a pas de capitaine. C'est au chef du gouvernement, au premier ministre de faire cette activité-là. Se présenter tous les jours, quasiment, ou toutes les semaines, puisque le pays est toujours en guerre. Donc, tous les jours. Le président Bush, qui est à la fois chef du gouvernement et tout ça, se déplace, va jusqu'en Irak, va faire des choses.
Et comment ça se fait que chez nous ici, on est là, nous dormons, alors que les gens meurent tous les jours? Alors, Monsieur Majolo, moi j'ai presque envie de vous considérer comme étant ce soldat, comme étant ce leader naturel. Déjà, pourquoi le devenez-vous pas? Vous servirez peut-être d'exemple à tous ceux qui ont un idéal et qui croient en l'avenir de ce pays. Vous seriez le leader naturel dont vous parlez, le soldat dont vous parlez. Vous feriez quoi pour que ce pays redevienne un pays viable au sein de l'Afrique? Bon, je ne vais pas personnifier la situation, c'est-à-dire que, bon, porter ce que j'ai dit, quelqu'un d'autre peut porter ça, il y a plein de gens qui peuvent porter ça. Il y a des gens de grands talents dans ce pays qu'on n'entend pas du tout, qu'on n'écoute pas du tout, qui peuvent porter ça. Bon, c'est vrai que c'est pas une histoire. J'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai dit que, bon, les choses peuvent se faire. D'autres personnes peuvent être porteurs de ces messages, pas forcément moi. Il n'y a pas un côté messianique dont je serai le seul porteur, non. Il faut s'écarter de ça. Et d'ailleurs, je ne crois pas en ce type de choses. Il y a eu un leader naturel dans ce pays, à un moment donné, qui s'appelait Lumumba. Sans argent, sans armée, sans rien du tout, il s'est trouvé à avoir un nom extraordinaire qui a fait des choses extraordinaires dans ce pays. Non seulement reconnu par ce pays, mais par tous les pays tout autour, et dans le monde entier reconnu en tant que tel. C'est très important. Bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, les mentalités sont tellement corrompues qu'il y a un travail de fond à faire. Dans un premier temps, il faut travailler sur la mentalité. Les discours doivent être percutants, doivent frapper les cœurs même. Il y en a eu un, il n'y en a pas eu d'autres dans ce pays, sur les 60 millions d'hommes. Je parle du leader naturel qu'il y a eu dans ce pays. Leader naturel, j'entends bien. À part lui, il n'y en a pas eu. À part lui, il y a eu des gens, des grandes capacités, des grands talents. Et bon, je n'ai pas cité par les menus les noms des gens ici, c'est pas ça le sujet. Mais tout simplement, je reconnais, je retiens, et d'ailleurs, là-dessus, bon, je ne suis pas le seul. Dans le monde entier, c'est ça. Quand vous partez un peu partout dans le monde, j'ai failli être agressé un jour à Los Angeles, par exemple, c'est pour illustrer la situation, par un gang. Et finalement, ils m'ont demandé d'où je venais, parce que j'étais en costume cravate. Je dis, écoutez, bon, je venais du Congo. Ah, on croyait que vous étiez un type de New York qui venait s'amuser ici. Vous venez de quel Congo? Le Congo de Lumumba. Des jeunes gens dans la rue, des rappeurs, voyous à la rigueur, tout ça, mais qui avaient cette conscience-là de parler Lumumba, puisque eux, quand ils parlent d'Afrique, ils parlent Lumumba. C'est hyper important, Lumumba, Mandela et tout ça, comme un Nkrumah. Voilà, donc c'est important de pouvoir dire ça. Et lorsque je suis sauvé, ma vie est sauvée parce que le nom a été cité, attends, c'est important pour moi. Ça, c'était le leader naturel. Est-ce qu'il a eu une armée terrible ou l'argent pour pouvoir disséminer sa pensée ici ou là? Non. C'est juste qu'il était porteur de messages qui a frappé le cœur humain, qui a frappé le cœur du Congolais, qui a frappé le cœur de l'Africain, qui a frappé certains cœurs dans l'espace international. Voilà, c'est ça les leaders naturels. Donc, c'est pas tant seulement de pouvoir, comment dirais-je, arriver aux responsabilités ou tenter d'arriver aux responsabilités, mais il faut être porteur de quelque chose de spécial. Et ça, c'est très particulier. Il n'y aura pas deux Mandela, il y a un seul Mandela. C'est pas lui qui est à l'origine de l'ANC au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. Il est rentré dans l'ANC, mais comme par hasard, c'est lui qui a focalisé toute l'attention sur lui. Donc c'est important de pouvoir dire ça. On va pas vous dire que, bon, il y avait le père Mbeki qui faisait partie, il y avait énormément de gens qui sont morts pour la cause. Mais Mandela reste quand même la référence. Aujourd'hui, on érige des statues pour lui, ici ou là et tout ça, y compris en Europe. C'est particulier. Donc il faut, vous savez, le côté messianique est particulier. On ne peut pas comme ça l'accorder à tout le monde. Donc il faut faire attention à ça. Je parle du côté messianique. Alors, si vous partez du principe qu'effectivement, quelqu'un d'autre dans ce pays a porté cette démarche quasi messianique comme Lumumba l'aurait porté, bah, je vous dis oui, mais bon, enfin, il faut me le prouver. C'est ça le problème que j'ai. Je ne suis pas lumumiste, je ne suis pas de gauche en fait. Parce que bon, et d'ailleurs là-dessus, il faut mettre les guillemets aussi. Parce on risque de penser que vous êtes partisan. Vous partez de quels critères? Sur le critère de l'entendement général ou sur des critères qui vous sont tout à fait particuliers? Mais non, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'entendement général, il y a à la fois la particularité quasi scientifique à pouvoir démontrer. Bon, enfin, qui s'est démontré plus tôt. C'est pas général, oui, mais c'est basé sur quoi? C'est basé sur une démarche quasi scientifique d'évaluation. On a évalué énormément des paramètres, on a trouvé que bon, c'était les seuls capables de pouvoir fédérer à la fois et puis coaguler toutes les aspirations de l'époque et tout ça. Et être porteur, il était le seul. Et d'ailleurs là-dessus, bon, comment il s'est retrouvé à la table ronde alors qu'il était en prison au départ? Donc parce que tout simplement, il était le seul à pouvoir fédérer ça. Voilà, c'est la réalité. Bon, maintenant, je parle de l'homme Lumumba, les Congolais Lumumba, tout ça. Je ne parle pas de l'idéologie, de l'applicabilité en termes quotidiens de la responsabilité politique. Il ne s'agit pas de ça. Parce que je ne suis pas de gauche, parce que je suis de droite, je suis néoconservateur, donc je pense les choses autrement. C'est-à-dire, je suis pour la liberté la plus large possible et tout. La redistribution vient par la suite, après avoir laissé les gens de pouvoir créer d'abord, de pouvoir élargir, étendre les effets de leur liberté, et par la suite, on parle de la redistribution. Donc voilà, c'est un peu ça. Là, je suis complètement en contradiction avec les idées progressistes au sens socialiste du terme, au sens gauche du terme de ces partis-là, de ces mouvements-là. Donc voilà, mais j'ai du respect énorme pour
ces messies particuliers pour la RDC et qui aujourd'hui rayonnent dans le monde. Le temps nous faisons des défauts pour les choses de la culture, le temps passe vite, vous savez. Et donc, une dernière question avant de terminer cette émission. Quel message avez-vous envie de donner à ceux qui vous ont lu, à ceux qui vous liront peut-être à l'issue de cette émission? Que doivent-ils retenir de ce livre dont je rappelle le titre, Ma nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance? Un des messages fondateurs de ces documents, de ces textes, serait de revoir un peu la définition de la nation congolaise. Je donne ici quelques éléments fondateurs qui vous permettent d'être fier d'être congolais. Avant d'être homme, on est d'abord congolais. C'est ça le principe en fait. Pour moi, la nationalité, la nation précède l'état humain. Humain ne veut rien dire, mais lorsqu'on a une nationalité particulière, tout ça qui est forte, alors là, on existe en tant qu'humain par la suite. Sinon, ça ne veut rien dire du tout. Donc c'est très important de pouvoir accéder à ces messages par ces livres que je propose et qui peut être critiquable, je vais encore leur dire, mais néanmoins qui proposent des choses qui n'avaient jamais été proposées jusqu'aujourd'hui. Et s'il a été préfacé par un éminent professeur, c'est parce qu'il y a ces caractères scientifiques que j'apporte, donc qui est les recoupements d'éléments qui me permettent de pouvoir asseoir une pensée. Donc c'est important par rapport à ça. Bon, au-delà de ça, par rapport à la promotion du livre entre parenthèses, je crois que bientôt je vais commencer avec les conférences dans les universités pour un peu expliquer aux jeunes gens qui apprennent aujourd'hui à la fois la philosophie des droits et la politique, comment est-ce qu'on peut concevoir une nation, comment est-ce qu'on peut rentrer en responsabilité, qu'est-ce qui doit vous pousser à rentrer en responsabilité, à prendre part à la discussion au sens d'Habermas, dans l'espace public et tout ça. Qu'est-ce qui doit vous pousser? Quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir participer à ça? Donc, n'ayez pas peur d'être X ou Y parce que, soi-disant, il a pris les armes, il a fait la guerre, tout ça. Ça ne veut rien dire. S'il a fait la guerre pour pouvoir s'enrichir, éventuellement accéder aux responsabilités, forcément, ça ne donne pas un caractère extraordinaire. Mais par contre, s'il a fait la guerre pour occuper d'autres espaces